la première chose, la première sous-section de ce chapitre, donc nous sommes sur le 19e chapitre, Understanding OSPF Concept. Donc, c'est un chapitre qui va introduire OSPF en commençant par des concepts, les principaux concepts du routage dynamique. Et la première chose, la première section compare les fonctions, les paramètres des protocoles de routage dynamique. Il y a une première distinction qui est faite d'entrée de jeu entre routing protocol et routed protocol ou encore routable protocol. Pour les routing protocols, ce sont des distinctions qui sont très importantes à faire. Je vais ouvrir ceci, mon notepad simple, ok. Donc on parle de routing protocol et routed protocol. On nous dit routing protocol is a set of messages, rules, algorithms used by routers for the overall purpose of learning routes. This process includes the exchange and analysis of routing information. Each router chooses the best route to each subnet, path selection, and finally places those best routes in its IP routing table. Donc, lorsqu'on parle de routing table, on parle des protocoles tels que RIP, EIGRP, OSPF et BGP. Ça, ce sont des routing protocoles. Et ce que ces protocoles font, c'est qu'ils ont des messages, des paramètres qui les permettent de prendre connaissance des routes. Et le processus inclut l'échange de messages et l'analyse des informations. Une fois que les routeurs s'échangent les messages, ils analysent les informations, ils doivent choisir la meilleure route pour atteindre un subnet. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous prenons notre topologie ici, nous avons pour le host PC0, pour atteindre les PC qui sont à droite, donc le PC 2, 3, 4 ou 5, il y a deux possibilités. Donc, lorsque le paquet va quitter ici, il arrive jusqu'à ce routeur. À partir d'ici, il y a une possibilité. Même si le paquet vient au PC0, il y a la possibilité d'envoyer le paquet directement au routeur 6 et le routeur 6 va le livrer ici. La deuxième possibilité, c'est de l'envoyer par le routeur 7. Le routeur 7 envoie au routeur 6 et le routeur 6 livre au PC. D'un point de vue humain, nous pouvons tout de suite le constater que la route qui va vers le routeur 7, ensuite le routeur 6, c'est une route qui a plus de segments, ok? Parce que ça va d'abord passer par ce segment, puis ce segment. Par contre, la route qui va du routeur 4 vers le routeur 6 directement n'a qu'un seul segment. Mais lorsqu'on va évoluer, on va voir qu'est-ce qui influence les choix. Qu'est-ce qui peut faire qu'un routeur choisisse une route qui, d'un point de vue humain, paraît plus longue, ou encore une route directe d'un point de vue humain. Donc, c'est en s'échangeant des messages. Donc, lorsque les protocoles de routage fonctionnent de telle sorte que le routeur 6 va envoyer des informations au routeur 4, le routeur 4 va envoyer des informations au routeur 6, le routeur 4 va envoyer des informations, ainsi de suite, et ces messages se propagent. C'est au travers de ces messages qu'ils décident des routes, décident de placer
les subnets dans la table, en fait, la meilleure route dans la table de routage. Donc ça, c'est les routing protocoles. Pour les routing protocoles, si nous notons ici, routing protocol, nous avons des protocoles tels que OSPF, l'unique protocole dynamique au programme du CCNA actuellement. Nous avons EIGRP et nous avons ISIS. C'est un protocole qui est rare au niveau du CCNA parce qu'il est plus utilisé par les fournisseurs d'accès Internet. Nous avons RIP, un protocole qui est décédé, simplement parce qu'on ne l'utilise vraiment plus. Il n'y a pas de raison à utiliser ce protocole. Nous avons également BGP. RIP a été enterré par le programme, le nouveau programme du CCNA parce que récemment, RIP faisait toujours partie du programme. Ensuite, nous avons les Routed Protocols. Les Routed Protocols ou Routable Protocol. Oh, excusez, j'ai effacé. Routing Protocol. Je vais réécrire ça, excusez, effacé par erreur. Routing Protocol. Nous avons OSPF, RIP et IGRP. Nous avons ISIS et nous avons BGP. Pour les Routed Protocols, on dit both terms, donc Routed Protocol and Routable Protocol, both terms refer to a protocol that defines a packet structure, a logical addressing allowing routers to forward or route the packets. Routers forward packets defined by the routed or and routable protocols. Donc les routed protocols ou routable protocols, routed ou routable. Routable, nous avons IPv4 et IPv6. Ces deux protocoles définissent la structure du paquet. Okay? La structure, c'est ce qu'on dit ici. Defines a packet structure and logical addressing. Donc, ces paquets définissent la structure du paquet et la structure des adresses IP. Et principalement, ce qu'on dit, c'est que routers forward packet defined by routed and routable protocols. Donc, le routeur transporte, en fait, transmet les paquets IPv4 et IPv6 pour faire ça. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Les routing protocols, ce sont les protocoles qui qui définissent les messages, les règles, les algorithmes utilisés pour prendre connaissance des routes. Je pense que ça, c'est un élément très important dans cette distinction. Les routing protocols, c'est pour prendre connaissance des routes. Et les routed protocols, c'est pour définir la logique, la structure du paquet, la structure des adresses et transmettre les paquets. Donc les routing protocols, c'est pour les routes, prendre connaissance des routes. L'objectif de ces protocoles, c'est de prendre connaissance des routes. Les routed protocols définissent la structure du paquet, la structure des adresses et transmettent les paquets. Donc ça c'est je pense que c'est très important. C'est pas un key topic, mais c'est très important de comprendre
cette distinction. Après, nous avons un concept tel que le path selection. Sélection en français, je dirais du trajet. Path. Hein? Le path, c'est quoi du point de vue du routage? Le path, c'est la route que doit prendre un paquet. Ok? Le path, c'est lorsqu'on dit, c'est l'exemple qu'on donnait, est-ce que je vais passer par le routeur 4 et directement au routeur 6? Ok? Ou encore, je vais passer, quand j'arrive au routeur 4, j'envoie au routeur 7, puis au routeur 6 pour atteindre le même host. Ça, c'est ce qu'on appelle par path selection. La sélection du trajet, la sélection de la route, la meilleure route. Donc, path selection sometimes refers to refers to part of the job of routing protocol in which routing protocols choose the best route. Donc, le path selection, c'est le travail des routing protocols de choisir la meilleure route. Ok? Souvenons-nous, on venait de dire que les routing protocols prennent connaissance des routes et donc, effectivement, ils doivent aussi faire le travail de choisir la meilleure route. Ils prennent connaissance des routes et ils choisissent la meilleure route. Et une fois que cela est fait, les routed protocols permettent de transporter les paquets sur ces routes. Donc ça, c'est une distinction très importante à faire. Très importante à faire. Après, nous avons routing protocol functions. Les fonctions des protocoles de routage. Des fonctions. Alors, on nous cite 4 fonctions ici. Prendre connaissance. Learn routing information about IP subnet from neighboring routers. Donc ça, c'est le travail, le job des routing protocoles. Prendre connaissance des informations concernant les subnets au travers des routeurs voisins. Donc, lorsque le processus commence, par exemple, le routeur 6 ici, le routeur 6 a connaissance, par exemple, de ce subnet. Et le routeur 4, par exemple, a connaissance de ce subnet. Le routeur 4 va informer le routeur 6. OK? Va informer le routeur 6 que j'ai connaissance d'un subnet appelé 5110/30. Le routeur 6 va faire la même chose, il va informer le routeur 4. Je connais où se trouve le subnet 10.10.10.0/24. La même chose va se passer ici. C'est une cascade d'informations. Le routeur 4 va également informer le routeur 7 à propos du subnet 5110 et le routeur 7 à son tour va également informer le routeur 4 à propos du subnet 2020/25. Le routeur 7 va informer le routeur 6. Le routeur 6 va informer le routeur 7. Okay. Ici, là, remarquez que le routeur 6 va également informer le routeur 4. Je sais comment atteindre le routeur 150, excusez, le subnet 150.1.1.0. Le routeur 7 va également faire la même chose. Donc, c'est comme ça que à la fin, les routeurs prennent connaissance lorsqu'on utilise les protocoles de routage. C'est ainsi que à la fin, les routeurs prennent connaissance de tous les subnets parce que
chaque routeur informe son voisin des subnets dont il a connaissance. Et lorsque je dis dont il a connaissance directement et indirectement. Pourquoi? Si nous effaçons, le routeur 4 va informer le routeur 6 et 7 à propos du subnet 50.1.1.0/30. Il est directement connecté à ce subnet. Mais il va également informer le routeur 6 et le routeur 7 à propos de ce subnet 172.16.1.0/27. Même s'il n'est pas directement connecté à ce subnet, le routeur 5 aurait déjà informé le routeur 4 à propos du dit subnet. Le routeur 5 aurait dit au routeur 4, écoute, moi je sais où se trouve le subnet 172.16.1.0. Et le routeur 4 va également informer les autres. Il fait confiance au routeur 5. Donc le routeur 4 va également dire au routeur 6 et au routeur 7. Je sais aussi également où se trouve le subnet 172.16.1.0. C'est ainsi qu'à la fin, chaque routeur informe, moi j'informe, ainsi de suite. C'est comme on dit, les protocoles, c'est comme une rumeur, ok? Parce que lui, il n'est pas... mais ce sont les messages qui permettent de valider effectivement que oui, ce subnet existe ou ça vient de telle direction. Donc, c'est le premier point, le premier paramètre. Learn routing information about IP subnet from neighboring routers. La deuxième fonction, advertise routing information about IP subnet to neighbors. C'est ce que nous venons de voir. Nous venons de voir les deux paramètres. Je prends connaissance, le voisin m'informe, moi aussi j'informe les autres. Donc les routeurs, je pense que la rumeur avait commencé par les routeurs. Donc je prends connaissance, lui m'informe, moi aussi j'informe les autres. C'est comme ça que l'information se propage dans le réseau. La troisième fonction, if more than one possible route exists to each one subnet, pick the best route based on a metric. Ok? Ça, c'est très important. Nous ne cesserons de revenir sur ce point parce que, effectivement, ça fait partie du fonctionnement des routeurs. Nous avons dit que en fait, disons simplement que if more than one route, okay, if more than one possible route exists to each one subnet, pick the best route based on a metric. Nous avons dit ici que pour atteindre ce subnet, il y a deux possibilités du point de vue du routeur 4. Donc il y a deux routes. Donc c'est là où effectivement le troisième point, c'est là où on dit choisir la meilleure route en fonction du metric. Les protocoles de routage ont ce qu'on appelle le metric et on va voir ce que cela veut dire. If the network topology changes, for example, a link fails, react by advertising that same routes have failed and pick a new currently best route. Alors, nous avons dit qu'ici, il y a deux possibilités. Ok? Il y a la possibilité d'envoyer directement et il y a la possibilité de faire un contour. Qu'en est-il si ce lien a un problème? Shutdown, câble déconnecté, toutes les raisons possibles, ce lien a un problème. Les routeurs vont s'informer, ok? Les routeurs vont s'informer. Ils vont dire, ok, cette route, ce segment n'est plus disponible. Ok? Si c'était le best route avant, si c'était le best route, on ne peut plus l'utiliser. Choose the new best route. The new best route, il ne va rester qu'un seul best route. Ce sera cette route. Donc ça,
c'est également une fonction très importante d'un protocole de routage, c'est d'informer les autres des événements qui ont lieu dans le réseau. Si un subnet n'est plus disponible, je dois informer les autres que ce subnet ou encore cette route n'est plus disponible. Donc, cherchez une meilleure route. Cherchez la meilleure route. Okay? Cherchez la meilleure route. Donc, en fait, lorsqu'on parle de meilleure route, il y a plusieurs possibilités. Ok, on pouvait même, par exemple, dire que, supposons, je donne juste un exemple, supposons qu'il y avait un segment ici directement connecté au routeur 6. Ok, le routeur 5 devrait réfléchir. Est-ce que je dois envoyer au routeur 4? Ça passe par le routeur 6 et ça va. Est-ce que je dois envoyer moi-même directement au routeur 6? C'est le métrique qui va décider quelle route utiliser. Le métrique. Donc, ça, ce sont les fonctions. Maintenant, un autre concept très important des protocoles de routage, c'est la convergence. Convergence, il faut aussi également noter ce concept. Convergence. On dit convergence occurs when the topology changes. En cas de changement de topologie, that is when either a router link fails or comes back up. When something changes, the best routes available in the network can change. Convergence simply refers to the process by which all the routers collectively realize something has changed, advertise the information about the changes to all other routers, and all the routers then choose the currently best route for each subnet. The ability to converge quickly without causing loops is one of the most important considerations when choosing which IP routing protocol to use. La convergence est simplement le fait de réaliser que quelque chose a changé. Si quelque chose change, en temps normal, si tous ces segments fonctionnent, c'est bien. Mais une fois que ce segment, nous l'avons dit, si ce segment a des problèmes, il doit avoir, on s'informe, et puis chacun va choisir à nouveau sa meilleure route. Donc, la convergence, c'est le fait que les routeurs s'informent les uns les autres des événements qui ont lieu dans le réseau. Il ne s'agit pas seulement du link qui est down, c'est-à-dire de l'interface qui est down. On parle aussi de l'interface qui est up. Okay? Lorsque l'interface est down, ça crée un événement dans le réseau. Et lorsque l'interface est également up, c'est également un événement. Parce que lorsque tout fonctionne bien, ma meilleure route, c'est celle qui passe par le routeur 6, ok? Lorsque cette interface est down, je n'ai plus de choix que d'envoyer les paquets par le routeur 6. Ok? Ça, c'est une convergence. Ok? Je reconverge, je choisis une nouvelle route. Mais lorsque les techniciens vont réparer cette connexion et qu'elle redeviendra opérationnelle, il y aura une nouvelle convergence au travers de laquelle je ne vais plus envoyer les paquets ici, je vais reprendre avec la transmission des paquets sur cette connexion. Donc la convergence, c'est dans les deux sens. Down, ok, c'est pas seulement lorsque c'est down, c'est également lorsque c'est up. Down et up. Lorsqu'il y a un problème qui crée qu'une connexion soit down, il y a convergence. Lorsque la connexion qui est down devient up, il y a aussi une convergence. Donc, c'est tout événement qui peut
faire de telle sorte qu'il y ait changement de route, on appelle ça convergence. Donc, convergence simply refers to the process by which all routers collectively realize something has changed. Les routeurs se rendent compte que quelque chose a changé. Advertise the information about the changes to all other routers. Donc, ils vont informer tout le monde, tous les autres routeurs. And all the routers then choose the currently best routes to reach each subnet. Et tous les routeurs vont donc informer tous les autres sur la meilleure route à utiliser pour atteindre un subnet. Ici, c'est une topologie qui est à peu près identique à cette partie. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Three of the four basic functions of routing protocols. La première chose, donc les 4 fonctions principales. La première, informer les autres, ok? C'est ce que nous avons dit. La première fonction, c'est informer les autres. Et, excusez, c'est ce qu'on nous signale ici, là. Ok? Le routeur informe, oh, j'ai une route. C'est ce que nous voyons ici, là. Le routeur 2 informe le routeur 3 et le routeur 1 que je connais. J'ai une route pour ce segment, pour ce subnet, et il annonce aussi le métrique. Et le métrique de cette route, c'est 1. Ça, c'est la première fonction. Informer les autres. La deuxième fonction, I have to route to 7.1.7.16.30 metric. I have a route to. OK. Donc, lui aussi, il informe ses voisins. Donc, la même information, lui aussi, le routeur 3 passe cette information au routeur 1. La deuxième fonction. Maintenant, la troisième. I will use the route out of GE00 because it has the best metric. Donc, une fois que les routeurs ont toutes les informations concernant le réseau, ils choisissent la meilleure route. Et ici, le routeur 1 dit, je vais utiliser la route qui va au travers de l'interface G00 parce qu'il y a un métrique meilleur. OK? Parce que le métrique, ici, c'est 1. OK? Lorsque le routeur 2 informe le routeur 1 directement, il lui dit que le métrique, c'est 1. Lorsque le routeur 3 informe le routeur 1 à propos du même subnet, c'est le métrique a changé. OK? Souvenez-vous un peu, c'est similaire un peu au cost de STP, mais c'est la même logique, OK? Parce que le métrique va s'accumuler au fur et à mesure que la route est longue, au fur et à mesure que la route, mais ce n'est pas seulement ça, on va voir qu'est-ce qui peut influencer, parce que vous pouvez modifier, même si la route est longue, vous pouvez faire qu'elle puisse avoir un meilleur métrique. Donc, lorsque les routeurs informent les autres, ils les informent en notant le métrique pour atteindre ces subnets. Donc, le routeur 2 informe le routeur 1, métrique 1. Le routeur 2 informe le routeur 3. Le routeur 3 informe le routeur 1 à propos du même subnet, mais cette fois-ci avec un métrique 2. Et effectivement, le routeur 1 dit, je veux envoyer au métrique, là où il y a le métrique 1 parce que le métrique inférieur, c'est mieux. Donc ça, c'est un autre, en fait, les fonctions des protocoles de routage. C'était pas les faux, mais c'était 3 of the four, ok? 3 seulement. 3 des paramètres. Donc, informer les routeurs, les autres routeurs informent les autres, et puis chaque routeur prend une décision sur le best route. Donc, ça, c'est les paramètres de base des protocoles de routage, les fonctions de base des protocoles de routage. Maintenant, une distinction à faire, c'est entre intérieur et
exterior routing protocols. Donc, les protocoles de routage interne et externe. Interne et externe. Alors, pour comprendre la distinction entre les deux, il faut d'abord comprendre le concept de autonomous system. Okay. IP routing protocols fall into one of the two major categories. Interior gateway protocols, donc ça c'est, on appelle ça des IGP. Interior gateway protocols, IGP, et les EGP, exterior gateway protocol. Nous avons ça ici, exterior gateway protocols. Lorsque je vais mettre dans le document, il y aura tous ces détails. Donc, interior gateway protocol, exterior gateway protocol. C'est un key topic et c'est très important de comprendre cette différence. IGP, donc les interior. Routing protocol that was designed and intended for use inside a single autonomous system. Donc le IGP, c'est un protocole qui est utilisé à l'intérieur d'un même système, d'un même AS. Donc, disons que pour l'instant, je vais faire ceci. AS, ça c'est un AS. Ça, c'est un AS. Donc, des systèmes autonomes. Et ça, c'est également un AS. Le IGP, sa compétence, c'est à l'intérieur du AS. OK? IGP fonctionne à l'intérieur du AS. IGP. Maintenant, on nous dit que le EGP, Exterior Gateway Protocol, a routing protocol that was designed and intended for use between different autonomous systems. Donc, le EGP, c'est un protocole qui a été conçu pour faire de telle sorte que plusieurs systèmes autonomes puissent communiquer. Alors, pour cela, pour le autonomous system, on peut dire que c'est un protocole qui agit entre le EGP, plutôt c'est un protocole qui agit entre les systèmes autonomes. Donc c'est un protocole qui va agir ici là. Donc, au milieu nous avons le EGP. Entre les systèmes autonomes plutôt, nous avons le EGP. Entre les systèmes autonomes. Maintenant, c'est quoi un système autonome? C'est théorique. OK? An AS is a network under the administrative control of a single organization. For example, a network created and paid for by a single company is probably a single AS, and a network created by a single school system is probably a single AS. Other examples include large divisions of a state and a national government where different government agencies may be able to build their own networks. Donc, un système autonome, c'est simplement un réseau qui est administré par une organisation. En d'autres termes, la Mucodex, s'il a son réseau, on appelle ça un système autonome. Si UBA a son réseau, on appelle ça un système autonome. Donc c'est un réseau sous l'administration
et le contrôle d'une seule organisation. Donc, lorsque moi en fait, lorsqu'une société a un réseau, c'est un ES. C'est pour faire simple. Donc, le IGP, c'est le protocole que une société va utiliser. Le Interior Gateway Protocol. C'est le protocole qui sera utilisé par l'organisation, le IGP. Ils vont utiliser, ça permet à leurs équipements de communiquer en interne, le IGP. Voilà pourquoi j'ai mis ES IGP. Donc à l'intérieur, leurs équipements communiquent. Maintenant, je vais éviter d'effacer ça. Some routing protocols work best inside a single AS by design, so these routing protocols are called IGP. Conversely, routing protocol designed to exchange routes between routers in different autonomous systems are called EGP. Today, Border Gateway is the only EGP. Alors, ça c'est l'avantage. Il n'y a qu'un seul EGP. Il n'y a qu'un seul Exterior Gateway Protocol. Il n'y a qu'un seul protocole qui permet la communication entre systèmes autonomes. C'est BGP. BGP, Border Gateway Protocol. C'est le seul protocole qui est EGP. OK? Et ici, nous avons une illustration. C'est le seul protocole qui est EGP. C'est Border Gateway Protocol. That's the only EGP. Et ça veut dire que c'est un protocole qui a été conçu, qui est puissant. Donc, il y a des auteurs qui disent que c'est le protocole de l'Internet. Aujourd'hui, si l'Internet fonctionne, c'est grâce à BGP. C'est grâce à BGP que nous avons l'Internet aujourd'hui. Parce que c'est au travers de BGP que nous avons tous ces autonomous systems, des systèmes autonomes dans le monde. Et c'est BGP qui est le glue, la colle. Certains disent que c'est la colle de l'Internet. C'est lui qui permet de faire de telle sorte que les systèmes autonomes puissent communiquer. Ok, donc, maintenant, le AS, each AS can be assigned a number called AS number. Donc, chaque système autonome peut avoir un numéro appelé AS number. Donc, le AS number sera par exemple, ici par exemple, disons que c'est le réseau de MTN, ok, on dit, son AS number c'est 100. Je vais faire la différence. Ok, ici par exemple c'est le réseau, c'est le système autonome de MTN. C'est pas trop visible, excusez. Seulement fallback au vert. Ok. Ici par exemple c'est le système autonome de MTN. Son AS number c'est 100. Hein? AS. Ici c'est pour Orange. Son AS number c'est 200 par exemple. Et ici c'est le système autonome d'une société telle que Total. Son AS number c'est 300. Donc, chaque système autonome a un numéro appelé un AS number. Donc, like public IP addresses, the Internet Assigned Numbers Authority, donc l'IANA, c'est l'IANA qui contrôle l'attribution des systèmes, des numéros autonomes. It delegates that authority to other organizations around the world, typically to the same organizations that assign public IP addresses. Ok, donc nous n'avons pas encore vu l'aspect de l'assignation, de l'attribution des adresses IP publiques, mais souvenez-vous, nous avons dit qu'il y a les adresses IP privées que les sociétés peuvent utiliser, ça ne nécessite pas d'autorisation.
ok, IP, ok, adresse IP privée, et il y a des adresses IP publiques. Les adresses IP publiques doivent être attribuées par l'IANA. Donc, ce sont les organisations régionales. Je pense que pour l'Afrique, c'est AFRICNIC. Et nous avons également... ok, AFRICNIC, bref. En Europe, il y a une organisation. En Amérique du Nord, il y a une organisation. Okay. Donc, l'AFRICNIC, c'est l'organisation qui attribue les adresses IP en Afrique, les adresses IP publiques. Je vais mettre ici AFRICNIC. AFRICNIC. Vous pouvez faire une recherche, il y a le site ici www.iana.org. Et maintenant, AFRICNIC attribue donc les adresses IP, mais aussi les numéros ES. Ça, c'est également un élément, c'est des questions qui sont théoriques, qui peuvent venir. Voilà. J'étais en train de chercher pour l'Amérique du Nord, c'était en face de moi. Pour l'Amérique du Nord, c'est ARIN. American Registry for Internet Numbers. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Donc, si nous nous référons maintenant à la topologie du manuel, nous voyons que c'est à peu près la même chose. Il y a plus de systèmes autonomes. Et donc, à l'intérieur, ok, dans les systèmes autonomes, les protocoles qui peuvent être utilisés, c'est OSPF, EIGRP, IS et RIP. Ça, c'est ce qu'on a, ce sont les IGP, les Interior Gateway Protocol. Ok, je vais mettre ça ici. Et le EGP, l'unique que nous avons, c'est BGP. BGP. Faites un peu la différence. EGP, c'est pour Exterior Gateway Protocol. BGP, c'est Border Gateway Protocol. Donc, il y a une différence. Parce qu'après, ça peut être... voilà. Nous voyons que BGP interconnecte les systèmes autonomes. OK, BGP. Et les IGP sont utilisés à l'intérieur. Nous le voyons ici. Là. Ici, cette société utilise EIGRP. Celle-ci utilise EIGRP. Celle-ci utilise OSPF. Celle-ci EIGRP. Celle-ci OSPF. Donc ça, c'est un peu la différence entre IGP et EGP. Donc, nous allons avancer. Maintenant, BGP, c'est l'unique EGP. Donc, c'est l'unique. Pour les IGP, pour les Interior Gateway Protocol, vu qu'ils sont nombreux, il est important de comprendre, de les distinguer. Et c'est un travail, c'est une... ce sont des notions qui viendront pendant les tests au CCNA, au CCNP, et ça viendra même pendant les tests de recrutement, ainsi de suite. Parce que on veut savoir, on veut comprendre, on veut se rassurer que vous connaissez la différence entre les IGP. Alors, il y a principalement 3 catégories de IGP. 3 catégories. Maintenant, qu'est-ce qui permet de distinguer? Quel est l'élément de distinction de chaque protocole?
de chaque Interior Gateway Protocol. On nous dit c'est l'algorithme. Ok, ça c'est un nouveau concept. Il y a tellement de concepts que, et voilà pourquoi il est très important de keep up, personnellement même relire. Algorithm. The term routing protocol algorithm simply refers to the logic and processes used by different routing protocols to solve the problem of learning all routes, choosing the best route to each subnet and converging in reaction to changes in the internetwork. Donc, l'algorithme, c'est simplement la logique et les processus utilisés par un protocole de routage pour découvrir les routes, choisir le best path et converger. Ça, c'est l'algorithme. Donc, c'est une logique et des processus utilisés par un protocole de routage pour découvrir les routes, choisir la meilleure route et converger, réagir, plutôt converger en réaction aux changements qui ont lieu dans la topologie. Donc ça, c'est l'algorithme. C'est une logique. C'est une logique et des processus utilisés par les protocoles de routage pour découvrir les routes, choisir la meilleure route et réagir en réaction, converger en réaction au changement. Alors, il y a principalement 3 catégories de protocoles de routage. IGP, je le lis en français. IGP, c'est pour Interior Gateway Protocol. Parce qu'en français, ça peut être lu différemment. En français, on peut dire que IGP, c'est ceci. Avec IGP. Et IGP, c'est l'autre, le extérieur. Ouais. Non, il y a principalement 3 catégories de IGP. La première catégorie, c'est le distance vector. Ok, distance vector. En fait, lorsqu'on arrive à ce niveau, il est très important de se familiariser avec les concepts en anglais, parce que c'est vraiment les tests se prennent en anglais, il faut commencer à se familiariser. Le distance vector, ça c'est la première catégorie. Après, il y a une deuxième catégorie appelée Advanced Distance Vector, parfois appelé Balanced Hybrid, et enfin le Link State. En réalité, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre les deux, ok, entre le Distance Vector et le Link State. Ça, c'est hybride. Bon, on va voir un peu ce que le manuel nous dit. Oh, j'ai tout effacé. Ok, ok, c'est pas grave. Donc, nous, principalement, d'un point de vue historique, distance vector protocols were invented first. On avait d'abord créé les protocoles qui fonctionnent sur la base de l'algorithme distance vector. Okay. Mainly in the early, au début des années 80, on avait déjà créé Routing Information Protocol. C'était le protocole populaire à l'époque. Et puis, Cisco avait créé son protocole propriétaire. Cisco aime toujours créer ses versions à lui. Il avait commencé depuis longtemps. Cisco avait créé sa propre version appelée Interior Gateway Routing Protocol. Alors, c'était aussi bien que j'ai fait cela pour qu'on puisse prendre. Donc, pour les distance vectors, j'ai changé la taille. Donc, pour les distance vectors,
distance vector, nous avons RIP, Routing Information Protocol, RIP. Et puis, il y avait aussi Cisco qui avait créé son Interior Gateway Routing Protocol. Je vais mettre entre parenthèses Cisco. Après, au début des années 90, Distance Vector Protocol somewhat slow convergence potential for routing loops drove the development of a new alternative routing protocols that used new algorithms. Donc, il y avait un problème avec les protocoles qui utilisaient l'algorithme distance vector, c'est la lenteur. Okay? La lenteur et la possibilité de loop. Possibilité de loop. Possibilité de loop. Et ici, c'est pas les loops de la deuxième couche, mais on dit bien routing loops. Donc, ces limitations, ces problèmes avaient fait de telle sorte qu'on développe la deuxième catégorie, le link state. Les protocoles qui fonctionnent sur la base de l'algorithme link state. Et on a principalement OSPF, et ASIS pour les link state. ASIS, nous voyons ici, OSPF c'est Open Shortest Path First, et nous avons ISIS, Integrated Intermediate System to Intermediate System. Déjà, le nom là est trop compliqué. Pourquoi peut-être qu'on ne met pas ça au programme. Mais bref, c'est un protocole qui est plus utilisé par les fournisseurs d'accès Internet. Mais les deux sont des link state. Et ces deux protocoles, on dit, they also came with a price. They required extra CPU and memory on routers, with more planning required for the network engineers. Donc, le problème avec ces protocoles, c'est qu'ils exigent plus de CPU et de mémoire pour le routeur. Alors, around the same time as the introduction of OSPF, Cisco created a proprietary routing protocol called Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Alors, Cisco avait créé EIGRP. C'est ce qu'on appelle le hybride. Donc, on va mettre ici hybride. EIGRP. Et on nous dit, which used some features of the earlier IGRP. EIGRP solved some problems as did the link state routing protocol, but EIGRP required less planning when implementing the network. As this went on, EIGRP was classified as a unique type of routing protocol. However, it used some distance vector features than it used more distance vector features than link state, so it is more commonly classified as an advanced distance vector protocol. Donc c'est vrai, c'est hybride, mais on va remplacer ce que le manuel dit. On va dire advanced distance vector, parce que ça utilise plus de paramètres des distance vectors que de link state. Donc ici on va mettre advanced distance vector.
Donc ça, ce sont les trois catégories. Nous avons RIP et IGRP qui sont... ici, je vais mettre Cisco. Mais il faut préciser qu'aujourd'hui, IGRP est devenu un open standard. Ok? Ça a été inventé par Cisco, mais aujourd'hui, Cisco, je pense, avait fini par le rendre public. Donc, il n'est plus propriétaire. N'importe qui peut l'utiliser. Mais il est très important de comprendre qu'à la source, c'est un protocole inventé par Cisco. Donc, ça, c'est les trois catégories par rapport à les trois catégories de IGP par rapport à leur algorithme. Distance vector, link state. Après, nous avons le concept de métrique. Métrique. Ok, on pourra repartir sur ça. Je vais éviter d'effacer tout ce que j'ai mis avant de voir les métriques. Alors, routing protocol choose the best route to reach each subnet by choosing the route with the lowest metric. Donc, pour choisir la meilleure route, les protocoles de routage utilisent le metric. Et la route qui a un metric inférieur sera la meilleure route. Et lorsque je dis la meilleure route, il faut toujours se mettre dans le contexte de... Si on revient sur notre topologie, il y a une topologie ici, je pense. Ok, on va se référer à cette topologie. For example, RIP uses a counter of the number of router hops between a router and a destination subnet. As shown, totals OSPF totals the cost associated with each interface in the end-to-end route, which the cost based on link bandwidth. Alors, ici, on va voir les trois métriques, les métriques des trois protocoles. Okay? Key topic. Donc, il est très important de comprendre ceci. Key topic. RIP version 2, parce qu'il y avait eu la RIP version 1. RIP version 2, son métrique, c'est hop count. Hop count, c'est très simple. La façon que RIP fait, c'est ceci. Chaque routeur était un hop, ok? Si j'ai par exemple une topologie comme celle-ci, et l'équipement qui veut communiquer ici, ok, il veut communiquer à ce sous-réseau qui est ici. Pour RIP, il va compter les routeurs qui séparent les deux réseaux. 1, 2, 3. Donc, il va choisir cette route parce que l'autre route va faire 2, 3, 4. Ok, si je dois venir par ici, ça va faire 4. Donc, pour RIP, c'est hop count. The number of routers hops between a router and the destination subnet. Between a router and the destination subnet. Donc, pour RIP, c'est simple. Le nombre de routeurs. Et ce qui a fait qu'on finisse par abandonner RIP, ce que là où RIP avait vraiment faussé, c'est qu'il avait dit la limite c'est 15. Bon, imaginons avec les réseaux d'aujourd'hui ou des réseaux vastes, on nous dit bon la limite c'est 15, mais après qu'est-ce qu'on va faire avec un tel protocole? Excusez. Donc c'est le fonctionnement de RIP. Après, on a OSPF. OSPF utilise le cost. Le cost,
the sum of all interface cost settings for all links in a route with the cost defaulting to the best and interface bandwidth. Donc le cost de OSPF est basé sur la bande passante, le bandwidth de l'interface, de la connexion. On va voir ça d'un point de vue pratique. EIGRP calculation based on the bandwidth and delay. EIGRP utilise les deux, la bande passante et le delay. Et on va voir ce que delay veut dire. Bon, on ne fait pas EIGRP de toutes les façons. Calculated based on the router's lowest link and the cumulative delay associated with each interface in the route. Je vais enlever cette partie. On va voir l'illustration de Cisco. Donc, mais ça, c'est pour les métriques des trois principaux protocoles de routage. Nous avons la différence ici. Alors ici, on nous donne une comparaison de RIP et de OSPF. RIP, ok. Subnet 10.1.1.0. Remarquons que ici, c'est une connexion, c'est une interface de série qui est très lente. Ok, mais si l'équipement qui communique est ici là, RIP va toujours choisir cette route parce que il y a moins de routes, il y a moins de routeurs, il y a moins de hop. Par contre, RIP ne va pas utiliser cette route, même si ici la bande passante est meilleure. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? D'un point de vue humain, ici, on se dit que c'est proche, mais d'un point de vue de la rapidité de transmission, ici, c'est mieux, même s'il y a un hop, parce que ces interfaces ont une bande passante de 1 million, et ici, c'est seulement 1544. Ici, c'est très lent, la transmission sur cette connexion. RIP, ils s'en foutent. Lui, c'est juste le nombre de routeurs entre le point de transmission et le point de destination. Aussi longtemps qu'il y a moins de routeurs, même si la bande passante est la plus nulle, RIP va utiliser cette route. OSPF, par contre, c'est le cost, donc il prend en compte la bande passante. Voilà pourquoi, pour OSPF, il va prendre la route qui nous montre plus de routeurs sur le path. Donc ça, c'est le métrique utilisé par chaque protocole. RIP, c'est le nombre, hops, le nombre de routeurs sur le path. OSPF, c'est le cost. Et EIGRP, c'est le bandwidth et le delay. Alors, là, nous venons de voir Other IGP Comparison. Donc, il y a d'autres éléments. Ce n'est pas des key topics. Mais nous voyons que il y a d'autres paramètres que ces équipements peuvent, que ces protocoles peuvent. Il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte par ces protocoles. Alors, classless, sense, mask and in update support VLSM, variable length subnet mask. Donc, ces trois protocoles peuvent envoyer des informations concernant des subnets. OK? Parce que au début, il y avait RIP version 1 qui était seulement classful, qui ne pouvait pas envoyer des informations concernant des subnets. RIP version 1 était classful. L'algorithme Distance Vector, Advanced Distance Vector, Link State. Donc, on nous dit RIP et Distance Vector, EIGRP et Advanced Distance Vector et OSPF et Link State. Est-ce qu'il y a le support de l'auto de faire de manual summarization? On va voir ce que cela veut dire avec le temps. On dit yes, tous les protocoles peuvent faire le manual summarization. Cisco Proprietary, on dit
qu'il n'y a que EIGRP qui est Cisco proprietary, mais il y a une note. Notons ici, although Cisco created EIGRP and has kept it as a proprietary protocol for many years, Cisco chose to publish EIGRP as an informational RFC in 2013. This allows other vendors to implement EIGRP while Cisco retains the rights to the protocol. Donc depuis 2013, au travers d'un request for comment, Cisco avait publié EIGRP et donc a ouvert l'utilisation de EIGRP par d'autres vendeurs. En d'autres termes, aujourd'hui, Juniper peut prévoir, peut faire de telle sorte que ces équipements utilisent EIGRP. Ok, donc nous allons continuer avec... nous allons résumer, au lieu de continuer avec la théorie, c'est un peu lourd tous ces concepts. On va résumer un peu, on va voir le concept de métrique et de distance administrative au travers de cette topologie. Donc c'est une topologie que j'ai simplifiée pour ne pas avoir à faire trop de configuration. Donc nous avons ces connexions et donc d'un côté, nous allons mettre EIGRP et de l'autre côté, ici, ce sera OSPF. Ça, ce sera pour voir l'aspect de la distance administrative. Donc, pour commencer, je vais juste réduire ceci puisque ça ne demande pas trop d'espace. Ok. Je vais mettre ça ici. Puis, je vais prendre ce routeur et mettre ici. Okay, la première chose que nous allons faire, nous allons configurer les adresses IP rapidement. Donc, juste pour que ça soit également visible, je vais mettre, ici on va utiliser le 100, 1, 1, 0, barre 30. Ici on va utiliser le 100, 2, 2, 0 barre 30. Et ici on va utiliser le 200 de telle sorte que ça soit facile à lire. 200 2 barre 0 à barre 30 plutôt. Et ici ce sera le 200 1 1 0 barre 30. Donc ça c'est entre les routeurs. Excusez. Ça, c'est entre les routeurs. Et ici, nous avons EIGRP. OK. Donc, configure terminal interface. Je pense que ici, c'est le G00. OK. G00. No shutdown. IP address. Nous allons le 100. 1, 1, 1, 255, 255, 252. Du côté de ce routeur, c'est le G00 également. No. Enable. Configure terminal interface G00. No shutdown. IP address, c'est le 100. 1, 1, 2, 255, 255, 252. Nous allons activer cette connexion, c'est le G01, interface G01, no shutdown, ce sera le 100, 2, 2, 1, oh, IP address, 255, oh. 55, 255, 255, 252. Au niveau de ce routeur également, no, enable, interface G00, G01. Oh, configure terminal, interface G01. No shutdown,
IP adresse, ce sera le 102.255.255.252. Donc ici, nous avons fini. Nous allons revenir ici du point de vue du routeur 5, c'est le G01. On va l'appeler interface G01. No shutdown. IP address, ce sera le 200.1.1.255.252. Donc ici, ce sera IP OSPF1 Area 0. Et ici, ce routeur, ce sera également le Enable Configure Terminal Interface G01. Oh, G01. No shutdown. IP address 201.1.2.255.255.252. IP OSPF1 Area 0. Il y aura le lien entre le interface G00. No shutdown. IP address sera le 100. Non. Le 200. Ah, excusez. IP address sera le 200. 221 255 255 252. IP OSPF1 Area 0. Et du côté du routeur 4 également, interface G00, no shutdown, IP address 200 222 255 255 252. Ici c'est IP OSPF1 Area 0. Donc pour l'instant, ok, c'est le routeur 4, interface G01, je pense, G02, no shutdown, interface G02, no shutdown, ouais, la connexion qui va vers le PC IP address, le 998.1.1.255.255.0. Et du côté du routeur 5, la connexion qui est ici, interface G02, je pense, non, G02, no shutdown, IP address, là on nous donne le 172.16.1.1.255.255.0. Alors là, nous allons configurer notre réseau. Ici, nous avons mis le 172.16.1.0/24. Ici, c'est le 192.168.1.0/24. Alors ici, nous avons configuré OSPF ici, là. Ici. Nous n'avons rien configuré ici pour l'instant. Nous allons partir dans le routeur. Nous allons faire la vérification au niveau du routeur 5 par exemple. Qu'est-ce que le routeur est en train de voir? Do show IP route. Le routeur 5 a connaissance Ok, je dois ajouter les réseaux en question dans OSPF. Donc, dans le routeur, je reviens ici. Je vais mettre IP OSPF1 Area 0. Ok, je suis en train de publier ces sous-réseaux. Ok, c'est subnet dans OSPF. Donc, je n'avais pas mis la commande. Voilà pourquoi lorsque je vérifie, je ne vois pas ce subnet dans OSPF. Je vais au niveau du routeur 5 également pour mettre interface G02 IP OSPF1 Area 0. Là, je viens de publier. Je vais encore faire do show IP route ici. Tel que vous le voyez, nous avons maintenant connaissance du subnet 172.16.1.0. Alors là, c'est ce que ce sont les éléments qui nous intéressent, que nous allons analyser. Configurer OSPF ici.
Donc, sur ce segment, il y a OSPF. Sur ce segment, il y a OSPF. J'ai publié ce subnet dans OSPF. J'ai également publié ce subnet dans OSPF. Je n'ai pas encore configuré EIGRP ici. Mais nous allons d'abord vérifier. Donc, c'est une topologie qui est très simple. Donc, nous avons le réseau 192.168.1.0 qui est sur ce réseau local et le 172.16.1.0 qui est sur ce réseau local. Et nous avons publié les deux réseaux dans OSPF. Si nous partons dans le routeur 5, ok, ici, nous voyons que le routeur 5 a connaissance de ce sous-réseau. Et les informations à propos du sous-réseau, du dit sous-réseau, sont là. Je vais copier cela. Copie. Et je vais mettre sur LibreOffice. Dans les informations du dit sous-réseau, selon OSPF, sont ici. Donc, le code, c'est OSPF, le subnet, ça c'est du point de vue du routeur 5. Routeur 5. Et il a connaissance du dit subnet. Ça c'est le subnet, le par 24 qui est ici. Ça, c'est la distance administrative. Ça, c'est le metric. Et ça, c'est le next hop, ok, via 201.1.2. Et ça, c'est la durée pendant laquelle le préfixe a été ajouté sur la table de routage. Et c'est au travers de l'interface G01. Donc, cette interface ici. Ça, c'est... lorsqu'il n'y a rien ici là. Ok, nous n'avons encore rien configuré ici là. Il n'y a que OSPF qui sait comment atteindre ce subnet. Maintenant, si nous ajoutons EIGRP, nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons venir dans le routeur 5. Nous allons partir router EIGRP 1. Nous allons mettre network. On va publier le réseau. Pour EIGRP, OSPF, on peut aussi configurer ça ainsi. C'est ce que nous allons faire principalement. Jusque là, nous partons sur l'interface IP OSPF1 Area 0. C'est la méthode la plus rapide. Mais il y a une méthode où on utilise la commande network sous router OSPF. Donc, avec EIGRP, c'est principalement ce qu'il faut faire network. On va mettre simplement le réseau qu'on veut publier. Donc, le 172.16.1.0. Donc, on va publier ce réseau ici, là, dans OSPF, 172, j'ai effacé, ok, 172.16.1.0. C'est simple, juste une commande simple. On va également publier cette partie. Ce sera le 100.1.1.0. Network, c'est simple. On va venir au niveau du routeur 6. On va faire la même chose. Router EIGRP 1. On va mettre network 100.1.1.0. Remarquez que EIGRP est très rapide pour créer la relation entre les routeurs. Donc, nous venons de créer une relation EIGRP entre le routeur 5 et le routeur... Oh, j'avais caché, ok. Entre le routeur 5 et le routeur 6. Donc, entre ces deux routeurs. Et pour le faire, c'est simple. Vous partez simplement, vous faites router EIGRP 1. C'est le numéro, c'est le processus. Et puis vous mettez ce sous-réseau. Vous mettez network. Network
vous mettez ce sous-réseau. Network, vous mettez ce sous-réseau. Network, vous mettez ce sous-réseau. Dans ce routeur, dans le routeur 6, nous allons également publier ce sous-réseau. Donc, je vais repartir dans le routeur 6. Routeur 6. Et je vais mettre network. Il y a aussi le 102.2.0. Donc, pour le routeur 6, c'est bon. Nous allons partir dans le routeur 4. Router EIGRP1 network, nous allons mettre le 102.2.0. Okay. Et enfin, nous allons mettre le subnet network, donc le subnet 192.168.1.0. 192.168.1.0. Donc, ce que nous avons fait, c'est que les deux protocoles EIGRP et OSPF publient maintenant tous les sous-réseaux de la topologie. Ok? OSPF publie tous les sous-réseaux. Non. Je dois préciser. OSPF publie les sous-réseaux. Ok? Ce segment et ce sous-réseau. C'est ce que OSPF est en train de publier. EIGRP, de son côté, publie ce sous-réseau et ce réseau local. Donc, les deux protocoles publient les deux réseaux locaux, ok? Mais EIGRP, entre les routeurs, ne fonctionne que sur ces deux segments. Et OSPF ne fonctionne que sur ces deux segments. Sur ces deux segments. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Donc maintenant, d'un point de vue logique, nous avons combien de sources d'information? Deux sources d'information. Le routeur 5, ok, du point de vue du routeur 5 et du routeur 6, ils ont deux sources d'information concernant les deux subnets qui sont dans les réseaux locaux. Ils ont deux sources d'information. Maintenant, nous allons voir du côté du routeur 5 si le routeur 5 a toujours connaissance, a toujours placé le subnet 192.168.1, donc ce subnet dans la table de routage, et quel protocole il utilise maintenant. Avant d'ajouter EIGRP, il utilisait OSPF. Mais maintenant que nous avons ajouté EIGRP, quel est le protocole qui est utilisé pour atteindre ce segment? Quel est le protocole de routage qui est utilisé pour atteindre le 192.168.1.0 à partir du routeur 5? On va partir dans le routeur 5. Si nous faisons encore do show IP route, remarquez que ça a maintenant changé. Okay? Avant, c'était OSPF et là, c'est maintenant EIGRP. Je vais effacer ceci. C'est maintenant EIGRP. Toujours dans le routeur 5. Je vais placer ça ici. Remarquez qu'on nous dit que la route, c'est maintenant le protocole avec la légende, avec le code D. Le code D, lorsque nous lisons la légende, c'est EIGRP. C'est le même sous-réseau qu'il peut atteindre, donc le 192.168.1.0. La distance administrative a changé, c'est maintenant 90. Le métrique a changé. Via, ce n'est plus via le 200, via le 201.1.2. Donc, ce n'est plus via ce segment, mais c'est maintenant via ce segment où il y a EIGRP. Donc, c'est via le 200, plutôt via le 101.1.2. Et ça fait déjà 2 minutes depuis que cette route a été ajoutée. Et c'est au travers de l'interface G00. Ce n'est plus au travers de l'interface G01. Donc ça, c'est l'aspect de la distance administrative. Pourquoi est-ce que
c'est maintenant EIGRP qui est choisi. C'est parce que nous avons deux protocoles de routage et EIGRP a une distance administrative inférieure par rapport à OSPF. Donc, lorsque deux protocoles sont en concurrence pour transporter les paquets vers un subnet, donc lorsque le routeur a connaissance d'un subnet au travers de deux ou plus de sources d'information, il va choisir la source d'information qui a une distance administrative inférieure. Et c'est ce que nous voyons ici, il a choisi EIGRP parce que EIGRP a une distance administrative de 90. Par contre, OSPF a une distance administrative de 110. Si nous revenons dans le manuel, la distance administrative, many companies and organizations use a single routing protocol. However, in some cases, a company needs to use multiple routing protocols. For example, if two companies connect their network so that they can exchange information, they need to exchange some routing information. If one company uses OSPF and the other uses EIGRP and on at least one router, both OSPF and EIGRP must be used. Then that router can take routes learned by OSPF and advertising to EIGRP and vice versa through a process called route redistribution. Il y a un processus appelé la redistribution des routes entre les protocoles de routage. Ça aussi, c'est un concept très important à noter, la redistribution des routes. La redistribution des routes, c'est simplement le mécanisme par lequel on pouvait venir ici, on redistribue les routes de OSPF dans EIGRP et on redistribue également les routes de EIGRP dans OSPF. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous repartons dans le routeur 5, si nous faisons, je vais sortir d'ici, je vais faire show IP route OSPF, parce que c'est aussi possible de préciser les routes que les routes du protocole de routage que vous voulez voir. Il n'y en a qu'une seule, c'est le 200.220. Ok, du point de vue du routeur 5, la route OSPF qu'il a, c'est cette route. Ok, parce que celle-ci est connected. Alors, la route OSPF, c'est celle-ci. Si on prend l'exemple, on pouvait partir par exemple dans le routeur 7. On vient ici. Enable, configure terminal, interface, on crée des loopback. Loopback 1, IP address. On va dire par exemple, c'est le routeur 7, 255, IP OSPF 1, area 0. Okay, on va ajouter par exemple le loopback 2. Okay, les loopbacks, vous pouvez en créer en quantité que vous voulez, vous êtes libre. 77. On va également mettre ça dans OSPF. Là, si on revient dans le routeur 5, nous aurons maintenant 3 routes. Après la convergence. Show IP OSPF, nous avons maintenant 3 routes. Nous avons une route, le segment physique, qui est ici, là, que nous avons déjà vu. Et nous avons également les 2 loopbacks que nous venons d'ajouter. Les 2 loopbacks. Si on va vérifier les routes EIGRP qu'il y a ici, dans le routeur 5. Si je fais show IP route EIGRP, il y en a 2. Ok? Il y en a 2. Il y a le segment 100.220, donc ce segment, et il y a ce segment. Il y a également cette route. EIGRP a 2 routes du point de vue du routeur 5 parce que c'est le best, c'est la meilleure
c'est lui qui est en train de transporter les paquets vers le 192.168.1.0. Donc le best route pour l'instant, pour revenir aussi sur le concept de best route, le best route va au travers de EIGRP. Et le best route pour l'instant, c'est à cause de la distance administrative de EIGRP. Et si nous faisons, rappelez-vous que vous pouvez aussi faire show IP route, vous précisez le réseau de destination 192.168.1.0. Donc, le réseau se trouve le PC0. Si nous faisons, on nous dit, on peut aussi avoir, on nous dit non via EIGRP1, distance 90, métrique 5632, type de route internal, redistributing via EIGRP1, last update, et voilà. Et ici, on nous donne quelques détails. Ça, c'est pour voir l'aspect, on a vu l'aspect distance administrative, et la route redistribution, c'est simplement ce que je disais. Vous prenez des routes que OSP connaît, vous redistribuez ça dans EIGRP. Vous prenez des routes que EIGRP connaît, vous redistribuez ça dans OSPF, c'est possible. Ok, maintenant, on dit, when iOS must choose between routes learned using different routing protocols, iOS uses the concept called administrative distance. Ce qu'on dit ici, c'est simplement, lorsque iOS doit choisir des routes qui ont été découvertes au travers des protocoles de routage différents, il va utiliser le paramètre appelé la distance administrative. Distance administrative distance is a number that denotes how believable an entire routing protocol is on a single route. The lower the number, the better, or more believable. The routing protocol, for example, believable, the routing protocol. For example, RIP has a default administrative distance of 120, OSPF 110, EIGRP 90. When using OSPF and EIGRP, the router will believe EIGRP route instead of OSPF. C'est juste une valeur qui est arbitraire, c'est attribué au protocole de routage. Donc, si les deux protocoles ont connaissance d'un subnet, le routeur va utiliser EIGRP parce que la valeur administrative de EIGRP, c'est 90. Ici, nous avons un tableau qui résume les valeurs administratives. Pour les routes qui sont connectées, c'est 0. C'est logique parce que le routeur, on a configuré une adresse IP dans l'une de ses interfaces et on a mis le masque. Il est connecté, c'est directement connecté à lui. Voilà pourquoi il croit en ça. Ça a été configuré dans mon en fait, en moi, si je peux le dire. Donc voilà pourquoi il croit en ça. La route statique, il croit aussi en ça parce que c'est l'administrateur réseau qui a configuré la route statique. Donc il se dit, ok, c'est mon chef qui a configuré, je crois, je lui donne 1. BGP external, c'est 20. EIGRP internal route, c'est 90. IGRP, souvenez-vous, c'est le protocole créé par Cisco suite à RIP, c'est 100. OSPF 110, ISIS 115, RIP 120. EIGRP a deux types de routes, ok? Ça c'est très important. Bon, EIGRP n'est plus aussi signé, mais bon, si on veut être curieux, c'est qu'on a deux types de routes pour EIGRP. Les routes internes, la valeur administrative c'est 90, et les routes externes, la valeur administrative c'est 170. BGP internal route 200. DHCP default route 254. Unusable, une route qu'on ne peut pas utiliser, c'est 255. Bref, ça ce sont les valeurs les administrative distance. Donc, notons que la distance administrative, c'est lorsque deux protocoles sont en concurrence. Bon, maintenant, c'est EIGRP qui est en train de route les paquets.
Ce que nous allons faire, nous allons remplacer, nous allons venir ici, nous allons remplacer EIGRP par OSPF. Et nous allons partir dans les routeurs où nous avons configuré EIGRP. En faire, pour effacer, vous faites simplement no route EIGRP 1. On a effacé le processus. Nous allons mettre interface, je pense que c'est le G01, si je ne me trompe pas. Ok, c'est le G01, nous allons mettre IP OSPF1 area 0. Ok. De ce côté également, nous allons mettre enable configure terminal. Nous allons mettre no route EIGRP1. On va mettre interface G001 IP OSPF1 area 0. Et il y a aussi le G00 IP OSPF1 area 0. Et enfin, allons venir ici, config terminal, no route EIGRP1. Je vais enlever ceci également, ce EIGRP. Je vais mettre interface G00, je pense, IP OSPF1 area 0. Là, nous venons de remplacer tous les en fait, nous venons d'enlever EIGRP sur notre topologie, donc je vais enlever ceci. Tout est maintenant, tout fonctionne maintenant avec OSPF. Donc ce que nous pouvons mettre, nous pouvons simplement mettre OSPF au milieu et effacer celui qui est et effacer celui-ci. Ok, so everything is now OSPF. Qu'est-ce qui se passe maintenant du point de vue du routeur 5? Maintenant que il a deux choix, ok? Il peut envoyer ses paquets au travers du routeur 6 ou au travers du routeur 7. Quelle est la route qui sera sélectionnée et pourquoi? OSPF vient de faire le neighborship. Nous allons partir dans le routeur 5 et allons faire de show IP route. Do show IP route pour le 192.168.1.0. On va voir, on va prendre ceci, on va copier, puis on va mettre sur LibreOffice, que ça soit un peu plus visible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici là? Il y a maintenant deux possibilités. Ok? Lorsqu'on voit la table de routage, on nous dit qu'il y a deux possibilités. Pour atteindre le 192.168.1.0, les deux possibilités ont la même valeur administrative et le même métrique. Souvenez-vous que le métrique, c'est l'algorithme utilisé par le protocole de routage pour choisir la meilleure route. Et pour OSPF, c'est le cost. Donc, il liste les deux possibilités, 201.1.2, 101.1.2 et 1 par G01, 1 par G00. Maintenant, nous allons exécuter la commande show IP route accompagnée du réseau de destination. Toujours à partir du routeur 5. Je vais faire do show IP route 192, oh excusez, 192.168.1.0. On va voir ce que le routeur est en train de faire pour l'instant. Je vais copier, je vais mettre ici. Pour l'instant,
des gigabytes interface. Ok, ce que nous sommes selon la topologie actuelle, nous avons ici, c'est un G, c'est un gigabyte. Et je vais mettre simplement que tout est gig pour l'instant. Gig, gig et gig. Ce que nous allons faire, nous allons remplacer. Et nous savons que pour l'instant aussi, la meilleure route, c'est celle OSPF est en train d'envoyer les paquets ici. Nous allons remplacer ce segment par un Fast Ethernet. Au lieu que ce soit un gig, on va remplacer par un FE, Fast Ethernet. Parce que le FE, sa bande passante est inférieure. Et nous avons vu que OSPF considère la bande passante. Donc, même en modifiant seulement en configurant. Mais je vais d'abord le faire avec une interface, en changeant le type d'interface. Donc, ça va nécessiter qu'on puisse rapidement sauvegarder les configurations. Parce que je serai obligé d'ajouter une carte, je pense. Copy running config, startup config. C'est bon au niveau du routeur 4. Je vais sauvegarder au niveau du routeur 7. Enable, copy. Running config, startup config, c'est bon, j'ai sauvegardé. Nous allons maintenant venir au niveau du routeur 7. On va partir à physical, zoom out, zoom in plutôt. On va chercher un Fast Ethernet ou même un serial, ok. les interfaces qui sont très lents, ça aussi c'est bon. On va mettre le routeur en tension et puis on va chercher le... J'espère que nous en avons ici, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Ok, je pense que c'est ça. Au niveau du routeur, ça c'est le 7. Au niveau du routeur 4, nous allons faire la même chose. Nous partons en physical. Zoom in. Et puis on va mettre une nouvelle carte, celle-ci. On va rapidement configurer les interfaces, voir si quelque chose va changer. Puis on va mettre fin à la session. On va démarrer les deux routeurs. Puis ici on va venir, on va changer de câble. Je change de câble. Je vais maintenant mettre un serial. Je pense que... Oh, ce n'était même pas ça en fait. C'est même pas ça, excusez. On va encore chercher la carte qu'il faut. H-Week 2T. Voilà, c'est exactement ça. H-Week 2T. Power on. Power on. On va connecter. On va prendre le S20 et S20 ici. Ok. On va partir dans chaque routeur, dans ce routeur. Enable, configure terminal, interface, S020. Ok, no shutdown. On va d'abord faire do show IP interface brief. On va d'abord enlever l'adresse IP qui était utilisée par le interface G00. Donc l'interface qui était utilisée par le gigabyte, les adresses IP qui étaient utilisées par le gigabyte. Anyway, we don't have to do that. On va juste mettre une nouvelle adresse IP. On va mettre interface serial 0 2 0. Ok, on va mettre IP address, on va simplement mettre le 203.3.1 juste pour remplacer 255 252. On va mettre IP OSPF 1 area 0. Ça c'est le routeur 7. Au niveau du routeur 4, nous allons faire la même chose. Enable, configure terminal, à faire interface serial 020, no shutdown. Si on va mettre IP address, c'est le 203.3.2 255 255 255.
252 IP OSPF 1 Area 0. Donc là, nous allons, je pense que la relation OSPF, ok, elle vient de se créer sur le serial. On va repartir au niveau du routeur 5, on va vérifier s'il choisit toujours le segment qui va, en fait, s'il choisit toujours cette route, si c'est toujours le best route. On va repartir ici, show IP route. Remarquons qu'il a toujours connaissance. Il a connaissance du compte 192 au travers d'une seule route, celle qui va vers le routeur 6. On va rafraîchir, peut-être que c'est la convergence. Toujours une seule route. Ok, ça a changé. Ok. Je pense qu'il ne peut même plus mettre la route parce que le métrique ici, a tellement baissé. Ok, il ne peut plus mettre la route qui venait par ici. C'est l'aspect du métrique. Ok, parce que sur cette connexion, la bande passante est tellement faible. Si, attendez. Si on voit, on va venir ici au 4. And on va faire show IP route OSPF. C'est là où on va vous remarquer là où OSPF est très rigoureux. On va prendre ceci. Je vais et puis on va tester. On va voir que effectivement pourquoi est-ce que OSPF est en train de choisir un contour. Donc je vais copier ceci. Je vais mettre sur Notepad. Je vais effacer ceci. Sur LibreOffice, excusez. Donc je vais mettre ça ici. Remarquez que pour toutes les routes, même les loopbacks que nous avons configurés ici, souvenez-vous qu'on avait configuré 2 loopbacks ici, là. Oh. On avait configuré 2 loopbacks ici. Pour ces 2 loopbacks, donc le 7, 7, 7, 7 et le 77, 77, 77. Qu'est-ce que le routeur 4 nous dit? Comment est-ce qu'il est en train de route ses paquets? On va sur LibreOffice. On nous dit que le routeur 4 est en train d'envoyer ses paquets au routeur 6. Il n'envoie pas les paquets directement au routeur 7. Pourtant, c'est très proche. Il préfère envoyer ses paquets au routeur 6 pour que ça fasse, selon nous les humains, un contour. Il n'envoie pas directement ici. Là. Selon nous les humains, on pouvait se dire que non, le routeur 4 doit envoyer les paquets directement au routeur 7. Mais ce n'est pas ce que OSPF est en train de faire, c'est à cause du métrique. Et on avait déjà vu que cette connexion, sa bande passante est de 1544. Okay. Si on va dans les interfaces, show interface, serial 020. Ok. Il n'y en a pas dans le routeur 5, excusez. Mauvais routeur. On va vérifier dans le routeur 4. Show interface, serial 020. Remarquez, on nous dit bandwidth. On va prendre ceci, bandwidth. Je vais copier. Toujours pour emmener sur LibreOffice. Et puis on va... ok. Je peux maintenant tout effacer. Je vais mettre ici. Remarquez que pour le serial, le bandwidth, c'est 1544. Et pour le G, on va vérifier pour le G. Show
Pour le gigabyte, show interface G0, 0, je pense. G01. Bon, c'est la même chose, mais juste pour être un peu proche de ce que nous sommes en train de valider. Si on prend le bandwidth, on vérifie le bandwidth de ce gigabyte. Si on emmène sur LibreOffice, remarquez que pour le serial, c'est 1544. Et pour le gigabyte, c'est 1 million. It's faster. Faster, faster. Voilà pourquoi OSPF dit non. Je ne vais pas t'envoyer directement les paquets. Même si nous sommes proches, je vais envoyer au routeur 6. Le routeur 6 va envoyer au routeur 5. Le routeur 5 va t'envoyer ça. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. C'est la logique de OSPF parce que le cost est basé sur le bandwidth. Et plus le bandwidth est high, c'est là où OSPF va choisir.